enregistrement. Ok. Donc c'est parti. Ce qu'on va faire, on va corriger donc le sujet 2021. Je vais corriger module par module. J'avance sur les réponses. Vous pouvez participer, hein, ce sera un peu moins chiant si vous participez. Et ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a un truc un peu trop théorique ou quoi, je rappelle la règle à côté, on refait le calcul ensemble, ou je rappelle ce qu'il faut. Ok. Moi j'ai pris des notes justement pour toutes les questions qui étaient un peu plus compliquées. Dans le BIA, je vous rappelle que de toute façon, chaque année, il y a des questions qui puent la merde. C'est-à-dire, il y a des questions où même des pilotes expérimentés ne savent pas y répondre. Là, cette année-là, il y avait une question ou deux qui étaient vraiment d'une infamie, je ne sais même pas ce que ça fout là. En 2022, il y a eu une question sur un modèle de soufflerie que la moitié des élèves en France n'ont jamais vu. C'est classique. Tous les ans, ils font ça. Je ne sais pas ce que c'est leur but, si c'est de trier les meilleurs pour la mention très bien, ou si c'est juste qu'ils se font plaisir. Bon, voilà. Jusqu'à maintenant, normalement, c'était 20 questions par module. Depuis 2 ans, ils ont mis 22 questions par module. Mais c'est compté sur 20 points, donc vous pouvez avoir 22 sur 20. Je ne sais pas si cette année, il y aura 20 ou 22 questions. C'était à l'époque pour compenser un petit peu le côté apprentissage à distance, vu qu'il y avait beaucoup de cours qui étaient fermés. Donc on ne sait pas si cette année, vu que c'était une année normale, on ne sait pas s'il y aura 20 ou 22 questions. D'accord ? Voilà. Allez, c'est parti. À peu près, normalement, pour chaque module, vous devez y passer pas plus qu'une demi-heure quand vous faites l'épreuve. Pensez bien, quand vous allez répondre aux questions, moi ce que je vous conseille, c'est de répondre ici sur votre sujet et ensuite de reporter en coloriant les cases. Mais surtout, faites bien attention à ne pas vous décaler. Émilie pourra vous raconter qu'est-ce qui se passe si on se décale. On est un peu triste. Donc là, il faut bien penser à ne pas se décaler quand on sera ici et surtout à garder du temps à la fin pour colorier ces putains de cases. Ça prend énormément de temps. Ça prend du temps de colorier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous prenez votre demi-heure par module, gardez 5 à 10 minutes pour faire ça. Hein. Quand vous coloriez, vous allez colorier comme ça. Ok, la case. Si jamais vous dépassez et que vous devez mettre du blanco, surtout, vous retracez pas les traits. Vous mettez votre blanco et vous coloriez à peu près là où la case devrait être. Vous retracez une pseudo-case comme ça et juste vous faites ça. Surtout, refaites pas ça. Hein. Si vous faites ça, ça risque d'être mal compté par le truc. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre un feutre? Oui. Feutre ou bic. Voilà. Ok. Donc faites juste gaffe quand vous mettez du blanco. C'est vraiment le piège. Et à pas se décaler sur les questions ici. Donc toutes les 2 questions, vérifiez. Est-ce que c'est bien la 1.4? Est-ce que j'en suis bien à la 1.4? Ok. C'est bon pour tout le monde? Allez, c'est parti. On commence par la météo. Alors c'est pareil, le jour de l'épreuve, commencez par le module que vous préférez. Si vous êtes plus à l'aise sur connaissance des aéronefs, vous allez directement au module 3 et vous commencez par le module 3. Ok ? Le but du jeu quand on fait une épreuve, c'est au début de se mettre en confiance. Donc on va faire ce qu'on préfère. Pareil au bac, hein. Vous commencez par, il y a 3 exos, vous commencez par l'exo que vous préférez. Comme ça, tu te mets en confiance, tu fais ce que tu sais faire, et mentalement, tu es déjà dedans. Et donc quand tu vas attaquer les exos un peu plus durs ou ceux que tu aimes le moins, tu as déjà pris la confiance, tu sais, oh, c'est bon, j'ai déjà sauvé quelques points, je sais que j'aurai pas 2. Alors que si tu commences par l'exo le plus dur, bah tu risques d'être stressé, et donc du coup, tu vas te stresser encore plus, et donc du coup, quand tu arrives à l'exo simple, tu es déjà tellement en bordel dans ta tête que voilà. Ok, donc pensez-y, on commence par ce qu'on préfère. Là, pour la simplicité, je vais commencer par le 1, mais vous, le jour de l'épreuve, vous commencez par ce que vous préférez. Alors, ici, on a une carte. Je mets en frise pour pouvoir expliquer. Question 1. La zone 1 sur la carte. Alors, pour voir ce que c'est la zone 1, il faut déjà identifier correctement qu'est-ce qu'on a ailleurs. On voit ici un D, c'est une dépression. On voit ici un A, anticyclone. C'est lequel des deux où il y a des fortes pressions et l'autre où il y a des basses pressions? Forte pression, anticyclone, faible pression, dépression. Donc là j'ai des fortes pressions, là j'ai des faibles pressions. Donc là il faut imaginer, ça c'est une montagne, ça c'est un trou. Hein, si on parle en termes de pression. Là j'ai une montagne de pression, là j'ai un trou de pression. Et maintenant on vous demande la zone 1 ce que c'est. Donc vous imaginez, il y a une montagne, là il y a un trou, et vous voyez que cette montagne, elle a tendance à dépasser. Il y a une sorte de colline qui vient à l'intérieur de la dépression. Donc en fait ici, c'est comment ça s'appelle cette zone-là? Un col. Ok. Comment ça s'appellerait si c'était une dépression, comme ici, une dépression qui vient s'intégrer à l'intérieur d'une colline? Le talweg. Voilà. Et il reste une dernière zone, des endroits où, par exemple, ici, on pourrait aussi penser, comme c'est une zone où il y a beaucoup d'endroits, là c'est une grosse zone où la pression ne varie pas beaucoup, on pourrait aussi penser à un marais barométrique.
ok? Quand il y a une grosse zone où la pression ne varie pas beaucoup. Donc là, on va lire, est-ce que c'est un anticyclone, la zone 1? Bah non, sinon il y aurait un A pas loin. Un col, oui. Un profond talweg, non. Et une dépression, non. Ok, donc la 1, c'était la B. Question 2. Dans le secteur 2 de la zone, secteur 2, on voit qu'on a une dépression. Ok? Dépression, ok. Et là, on voit bien, il y a plein de lignes de pression juste à côté. Et on nous dit, le gradient horizontal de pression est faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne varie pas beaucoup. Bah si, on voit que les lignes, elles sont très serrées, donc il y a un fort gradient. D'accord? Les vents sont du nord-est ou du sud-ouest. Et les nuages sont absents. Alors, nuages sont absents, ça dépend de plein de trucs, c'est pas forcément ça. Il y a la règle de Buy-Ballot. Ou Buys-Ballot, je sais pas comment on dit. La règle de Buy-Ballot, elle dit que dans l'hémisphère nord, j'écris A et D, je fais 2 cercles, et je mets les vents comme ça. Moi ici, je suis autour d'une dépression. Les vents, quand je trace ma dépression, ils tournent donc dans ce sens-là. Donc le vent, il vient d'où? Il vient du sud-ouest. Ça va l'idée? Tout le monde s'en souvient de cette petite règle? Ça, c'est dans l'hémisphère nord. Vous inquiétez pas, un peu plus tard dans le sujet, on aura l'hémisphère sud. Ils aiment bien faire des pièges à la con aussi. Donc voilà. Dans le secteur 3, donc la 2, c'était la réponse C. Dans le secteur 3, qu'est-ce qu'on a? Secteur 3, on est ici. On voit que là, j'ai un front avec des petits soleils. C'est donc un front chaud. C'est-à-dire que c'est une masse d'air chaud qui est en train d'avancer vers là-bas. Ici, en bleu, j'ai une masse d'air avec des petits piquants. C'est donc un front froid. Ok. Donc ici, j'ai mon front froid. Donc l'air froid, il est derrière le front froid. Là, j'ai un premier air froid et là, j'ai de l'air chaud. Donc là, ici, je suis dans le secteur chaud. C'est bon pour tout le monde? Comment ça s'appelle l'endroit où j'ai à la fois les soleils et les piquants? C'est pas l'éclusion. Presque. C'est pas l'éclusion, c'est l'occlusion. Voilà. C'est l'occlusion. Ok. C'est bon pour tout le monde? Donc la question 3, c'était la réponse C. Ok. La zone 4. La zone 4, elle est là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, je suis à 1020. Là, je suis à 1015. Donc là, ça veut dire que je suis à un endroit qui est plus haut en pression que là. Donc ce qu'on imagine, c'est que ça, c'est une sorte de colline. Ok? C'est une colline de haute pression. Donc ce serait plutôt un anticyclone ou une dépression? Si c'est des hautes pressions, c'est plutôt un anticyclone. Je vais regarder ce qu'on me propose. On me propose, la zone 4, elle est très certainement nuageuse. Pourquoi pas? Une zone de vent fort. Clairement ici, il y a très peu de changements de pression, donc non, pas forcément. Une dorsale? Non. Ok. L'anticyclone des Açores. Alors l'anticyclone, oui. C'est quoi les Açores? C'est ces îles-là, là, en fait. D'accord? Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'anticyclone des Açores. Donc là, c'était la réponse numéro D. Qu'est-ce qu'il y a? Sylvia, tu as une question? D'accord. C'est bon pour tout le monde? Ouais, je continue à avancer si vous ne m'arrêtez pas. Pareil, Gaël et Alban en ligne, vous pouvez m'arrêter si je... Comment ça s'appelle sur cette carte de pression, les lignes qui sont ici? C'est des lignes, là par exemple, c'est la ligne où je suis tout le temps à 1000, c'est quoi l'unité? Hectopascal. Alors vous verrez qu'à un moment, dans ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi, ils ont voulu faire chier et ils ont parlé de millibars. C'est la même chose, les millibars et les hectopascales. C'est juste l'autre unité de pression. Et on parle, honnêtement, on parle jamais en millibars, on parle tout le temps en hectopascal. Mais dans les sujets du BIA, pourquoi on ferait pas chier des élèves qui viennent juste de découvrir l'aéronautique? C'est tellement marrant. Bref. Donc, les lignes d'égale pression, bar, et même pression, c'est isobar. Donc là, la bonne réponse sur la question 5, c'est la D, isobar. C'est quoi isotherme? Ce serait la même température. Isocline, ce serait la même altitude. Voilà. Et isophys, j'en ai pas la moindre idée. Voilà. On peut pas tout savoir. C'est bon pour tout le monde? Allez, 1.6, faut que vous m'arrêtiez si jamais je vais trop vite. Dans un message aéronautique, le groupe de température indique plus 12 sous abri et plus 4 pour le point de rosée.
C'est quoi le point de rosée? Ça veut dire quoi le point de rosée? Les autres? Ouais. C'est la température nécessaire parce que la concentration, on va dire, d'humidité dans l'air soit 100%. Exactement. Le point de rosée, c'est la température. Quand je diminue la température, vous vous souvenez de la boîte? Imaginons, j'ai une boîte comme ça avec 70% d'eau. Quand je vais diminuer la température, il y a un moment où je vais arriver pile poil à 100% d'eau. Cette température, c'est ce qu'on appelle la température de rosée. La température de rosée, comme nous disait Jean, c'est la température à laquelle j'atteins 100% d'humidité. Ok? Ici, j'ai plus 12 et on me dit que la température de rosée elle sera à 4. Est-ce que la masse d'air elle est à 100%? Si j'avais 4 et 4, oui. Là, non. Hein. Est-ce que la température maximale sera de plus 12 et la minimale de plus 4? Rien à voir avec la choucroute. La masse d'air sera saturée pour une température sous abri de plus 4. Oui. La masse d'air sera saturée pour une température sous abri de plus 8. Là, ils ont essayé de vous piéger en disant « Ah, j'ai un saut de 8 entre les deux. » Ah ouais, ils essayent de faire des pièges. Donc non, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment à 4 degrés où je serai en saturé. Donc la bonne réponse, là, à 6, c'était la C. C'est bon pour tout le monde? Ok. Tant que vous ne m'arrêtez pas, je continue. Hein. La 7. Ah, la 7, elle est cool. Une information sur une carte stipule l'ISO 0 degré au FL80. Alors déjà, il faut rappeler ce que c'est FL80. Sylvia, est-ce que tu te souviens qu'est-ce que j'en fais de ce FL80? Ça veut dire quoi? Et c'est pas un groupe de musique. Ok. Comment je fais pour avoir l'altitude? Je prends le chiffre qui est là, je rajoute 2 zéros, et donc en fait, je suis à 8000 feet. 8000 feet par rapport à quoi? Attention, c'est par rapport non, au standard. Le 1013,25 hectopascal. Bien joué. Par rapport au niveau de la mer, ce serait le QNH. Et par rapport au niveau de la piste, QFE. Ouais. Ok? Si vous vous souvenez des 3 calages possibles. QFE par rapport à la piste, on l'utilise plus très souvent, il n'y a que les voltigeurs en gros qui l'utilisent. Parce que ce qui les intéresse, c'est le sol, il est à combien de l'avion, sans avoir à faire de calcul. Les 3 quarts des aéronefs maintenant sont en QNH, se règlent au QNH, comme ça quand je vais d'un aéroport à l'autre, on est sûr qu'on est sur des réglages à peu près similaires. Et ça, le FL, c'est plutôt quand on commence à être assez en altitude, on se cale par rapport au niveau standard, pour que quand je vais voyager d'une région parisienne à une région du sud, quand je suis très en altitude, les avions qui se croisent, ils soient à peu près à des altitudes parfaites pour se croiser. Et vous vous souvenez, on a la règle semi-circulaire où on va dire, là, 0 c'est pour les IFR, 5 c'est pour les VFR, et là je vais choisir un nombre pair ou impair, suivant si je vais d'est en ouest ou d'ouest en est. Ça vous rappelle les choses? Italie et Portugal. Portugal, pair, donc je vais vers là. Italie, impair, je vais vers là. C'est bon? Bon, je rappelle en même temps, mais comme ça, vous voyez, on repasse un peu sur tout. Le FL80, on est à 0 degré. Ok? Bon, là, tout ça, c'était des rappels juste pour le plaisir. Hein. Ok. Maintenant, on vous dit, vous devez voler au FL60. Donc, au FL60, je suis à 6000 feet. Donc, j'ai donc un écart entre les deux. Alors là, il faut être un peu mathématicien. Hein. 2000 feet. Je l'ai fait de tête. Hein. Soyez impressionnés. Et maintenant, on vous dit, quelle sera la température? Ici, je suis à 0 degré. Et là, comment on fait pour savoir? Eh bien, il faut se souvenir de qu'est-ce que c'est l'évolution de la température et de la pression quand je suis en l'air. La température, est-ce que quelqu'un se souvient de la règle? On perd moins degrés Celsius tous les 1000 mètres ou moins degrés Celsius tous les 1000 pieds. Ouais, bien vu, bien vu. Donc ici, je suis à peu près à 2 degrés, et ici, je suis à 6,5 plutôt. Bon, on retient 6, ça va. Hein. Ok? 6,5 et 2 degrés. Ouais. On le perd en montant ou en... Alors, à ton avis? Voilà. Et la pression, par contre, je perds de la pression en montant. Et c'est quoi la règle pour la pression? Moins 1 hectopascal tous les 28 feet. C'est une règle un peu pourrie, hein, mais c'est comme ça. Ça, c'est les 3 grandes valeurs à se souvenir.
C'est vraiment, dans les trucs à apprendre par cœur, ces 3 valeurs-là, il faut les connaître. Attendez, combien là, quelqu'un? C'est bon? Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien faire les sujets, en faire quelques-uns. Là, on va vraiment le détailler à mort. Et dans les prochains, on détaillera un peu moins parce qu'on aura déjà revu les règles. C'est quand l'examen, le premier toujours? Je crois que c'est le 31 mai, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est Voilà. possible. 31 mai. Donc là, la question, je suis à 0 degré ici. Quelle température il fait ici? Du coup, Phil Arthur. Regarde. Ici, j'ai 2000 feet. Je sais que je perds ou je gagne 2 degrés tous les 1000 feet. Donc ici, entre là et là, si j'ai 2000 feet, j'ai 4 degrés d'écart. Maintenant, il fait plus chaud près du sol ou en altitude? Ouais, Donc, ici, je serai à quelle température? zéro. Non, je suis à 0 ici, j'ai 4 degrés d'écart entre là et là. Donc là, je suis à plus 4 degrés Celsius. Mais en haut, c'est pas déjà plus tard? Non, en haut, je suis à 0. Non, Ça, c'est ouais. l'écart. Ah, Là, j'ai 2000 mètres, 2000 pieds d'écart. Je calcule quelle est la variation que ça va me faire. Et si ici, je suis à 0, bah là, je suis à plus 4. Si j'avais pris 2000 pieds au-dessus, je serais à moins 4. C'est bon pour tout le monde? C'est à peu près clair? j'ai pas Donc là, capté. ici, hein? J'ai pas capté. Quand j'ai 2000 feet, ça me fait 4 degrés d'écart. Grâce à cette règle. Ah, Donc, une fois que j'ai ça, je réfléchis. Est-ce que je suis 4 degrés au-dessus ou 4 degrés en dessous? Et quand je suis plus bas, bah, il fait plus chaud. Donc je suis à plus 4. Ça me permet juste de savoir si c'est plus 4 ou moins 4. Si j'étais 2000 feet au-dessus, je serais à moins 4. Ça, c'est vrai que dans le bas de l'atmosphère. Hein. Quand on monte, après, c'est plus vrai. Mais pour ce que nous, on utilise en aéronautique, ça marche très bien. Ça va pour tout le monde? Donc là, le vol, il se fera en condition à plus 4. plus tard. Là, 1. C'est bon? La 8. Concernant la pression atmosphérique. J'ai pas sauté de question, non, c'est bon. Elle est à l'origine du vent dans l'atmosphère standard internationale. What? N'importe quoi. Elle varie plus rapidement en altitude que la proche de la surface. Alors pour ça, il faut se souvenir de ce dessin-là. En fonction de l'altitude, la pression, elle a cette tête-là. Voilà. Je ne sais pas si vous en souvenez de ça. La pression, elle diminue quand je monte en altitude. Ouais. Est-ce que la valeur est de 1013 partout sur la planète? Non. Hein. Ça, c'est l'atmosphère standard. Et est-ce qu'elle diminue rapidement avec l'altitude dans les basses couches de l'atmosphère? Oui. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'elle varie plus rapidement en altitude? Regardez, la variation là, elle est faible. Hein. La pression, elle diminue pas beaucoup. Alors que là, en une toute petite altitude, elle varie beaucoup. Donc la bonne réponse ici, c'était la D. Là, il y avait 2 réponses qui étaient un peu techniques. Quand c'est comme ça, ce que vous faites le jour du BIA, vous avez éliminé la C et la A, vous mettez un point d'interrogation, et si à la fin vous ne savez toujours pas la réponse, vous répondez du 50-50. Surtout, répondez à toutes les questions. Il n'y a pas de point négatif au BIA. Donc au pire, vous avez 0. Hein. Mais répondez à tout. Et vous répondez avec du 50-50, c'est toujours mieux que une chance sur 4. Quoi. Si tu ne sais pas du tout entre les 4, il faut toujours éliminer et ensuite tu vois ce que tu réponds. C'est bon pour tout le monde? Hop. 1.9. L'altimètre, est-ce qu'il affiche la vitesse d'un aéronef? Non. Bon, là, vraiment, c'est... Est-ce qu'il affiche la vitesse ascensionnelle? C'est quoi la vitesse ascensionnelle? Quand ça monte? C'est la vitesse de montée, effectivement. Est-ce que c'est un baromètre qui transforme la pression en altitude? Un altimètre, est-ce qu'il donne l'altitude? Oui. Est-ce qu'il mesure la pression? Non. Non. L'altimètre? Non. Vous vous souvenez pas comment il marche, l'altimètre? C'est pas Est-ce qu'il indique la hauteur? Alors regardez, on a éliminé la A, on a éliminé la B. Est-ce qu'il indique la hauteur par rapport à Paris? Non. Donc déjà, c'est la bonne. Ok. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez comment marche l'altimètre? Ouais. C'est pas. Je dirais c'est plutôt, mais je suis pas sûr que c'est ça. Il y a un tube Ouais. avec l'air d'extérieur qui rentre. Ça peut Ouais. gonfler un ballon. Exactement. On a ici la sonde Pitot. La sonde Pitot mesure quelle pression? Barométrique. Elle mesure la pression totale. La pression totale est composée de 2 choses.
la pression statique et la pression dynamique. La pression dynamique, elle est liée à la vitesse de l'aéronef dans l'air, hein, ok. Et la pression statique, elle est liée à l'altitude, ok. Qu'est-ce qu'on sait mesurer? Avec la sonde Pitot, on sait mesurer la pression totale. Qu'est-ce que je sais mesurer d'autre et avec quoi dans mon avion? Je sais mesurer ça grâce à la prise statique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la prise statique, c'est le petit trou qui est sur le côté de l'avion. C'est littéralement un trou sur le côté de l'avion. Ça nous donne la pression statique. Cette mesure de pression statique nous permettra ensuite d'en déduire l'altitude. D'accord? Et pour avoir la vitesse, on utilise la pression totale de la sonde de Pitot moins la pression statique. Ça moins ça. Ça me donne la pression dynamique. Et lui, l'indicateur de vitesse, qu'on appelle aussi le badin, va calculer une sorte de proportionnalité pour avoir la vitesse. Ok? Ça va à peu près? Ça vous rappelle les choses? C'est loin, hein? Ceux-là courts, ils datent un peu. Donc là, c'était la C. Vous me dites hein, s'il y a des questions ou des trucs pas clairs sur ça. J'essaye de rappeler un peu la règle à chaque fois, mais faut m'arrêter. Hein. Sylvia, c'est bon? Oui, j'ai mis la C. D'accord, bravo. Pour un anticyclone dans l'hémisphère sud. Alors là, vous voyez qu'ils sont pas sympas parce qu'ils nous reparlent de l'hémisphère sud. Je sais pas pourquoi ils aiment bien ça. Hein. Alors, on refait la règle. A, D, là c'est l'hémisphère nord. Et ce qu'on va faire, on refait le dessin ensuite pour l'hémisphère sud. Moi, je vous conseille de toujours d'abord tracer le nord, c'est celui qu'on connaît, c'est celui le plus probable qu'on vous demande. Et ensuite, si un jour on vous demande l'hémisphère sud, vous le tracez. Mais faites toujours celui-là en premier, c'est plus simple, ça vous évitera de vous mélanger. Et là maintenant, on vous dit l'anticyclone dans l'hémisphère sud, donc c'est lui. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, ici, c'était là. Ah! C'est bon pour tout le monde? Donc pareil, hein, si vous ne vous souvenez pas des réponses, n'hésitez pas à remettre les petites justifications à côté. Hop. La 11. La traîne. C'est quoi la traîne? La traîne, c'est après un front froid, c'est souvent le truc qui est à l'arrière du front froid. Vous voyez, c'est un peu comme une mariée, quoi. C'est la traîne de la mariée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est le tissu qui traîne par terre, la traîne de la mariée. Donc là, en fait, c'est pareil avec le front froid. J'ai mon front chaud ici. Hop. J'ai mon front froid et ça, ce qui est derrière, c'est la traîne. Ok? Donc là, ici, est-ce que c'est la partie sous le vent d'un cumulonimbus? Non. Correspond à une précipitation qui n'atteint pas le sol? Non, pas du tout. Et le nom donné aux perturbations qui avancent lentement? Pourquoi pas, à la rigueur. Et une zone de bonne visibilité entrecoupée d'averses à l'arrière d'un front froid. Alors là, ce qui nous donne un indice, c'est le arrière d'un front froid. Ça, peut-être qu'on n'en sait rien, mais en tout cas, en fait, c'est ce qu'on appelle le calme après la tempête, hein, aussi des fois. C'est là où je vais avoir toutes les perturbations, elles vont être là, là et un peu au milieu. Après ici, à l'arrière, c'est là où ça se calme. Ok? Donc là, la bonne réponse pour la 11, c'était la D. C'est bon? C'est bon pour toi, Mustapha? J'ai pas compris ce que tu as dit. Ah, la traîne, c'est ce qui est à l'arrière du front froid. Voilà. Donc là, c'était ça qui nous donnait l'indice. Ok? Allez. Question numéro 12. Alors, la 12, elle est un peu pourrie. Mais comme souvent, ils aiment bien les questions un peu pourries. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être un cumulonimbus? Non. Si c'était un cumulonimbus, ça aurait quelle gueule? Ça serait une grosse cheminée comme ça. C'est pas un champignon, donc il n'y a pas de souci. C'est pas le cumulonimbus, on peut l'éliminer. Cumulus, est-ce que c'est possible? Non. Oui, c'est possible. Ça fait un peu comme un mouton. Alors on le voit, hein, là, regardez. Hop, c'est un mouton, ça. Hein. Hop. Donc avec un fond plat, c'est possible que ce soit un cumulus. Est-ce que ça peut être un stratus? Un stratus, c'est des longs trucs très plats. C'est vraiment c'est une crêpe, quoi. Plutôt une crêpe. C'est un truc très fin qui s'étale. C'est des nuages stables. Alors que ça, c'est un nuage instable. On voit, il est un peu comme ça. Il est un peu gonflé, donc c'est de l'instable.
Est-ce que c'est un altocumulus? Alors là, on a deux choix. Il faut faire les deux sont plausibles. C'est quoi la différence entre les deux? Les cumulus, c'est des petits moutons. Les altocumulus, en général, les altocumulus, ils ont plusieurs types de cumulus à l'intérieur, comme ça. Ils sont, vous voyez, c'est une succession de plusieurs cumulus, étalés en hauteur. Voilà. Honnêtement, cette question-là, même moi, elle m'a foutu le doute. Hein. Parce que là, on voit qu'il monte un peu, on pourrait se poser la question. Par défaut, si c'est un mouton simple, cumulus. Ok? Du coup, c'est quoi la réponse? Donc là, c'est la B. Alors, s'il y a des cumulus qui sont annoncés, ça indique quoi au pilote? Est-ce qu'il y a forcément des orages? L'orage, c'est qui? Cumulonimbus. Donc là, en fait, il voulait essayer de vous tromper avec ça. D'accord? Donc là, pas des orages. Est-ce que des précipitations continues sont probables? Ouais. Les cumulus, comme c'est des nuages instables, c'est souvent ceux qui apportent la pluie. Donc oui. La masse d'air est instable. Oui. Oui, oui. La surface frontale est proche. Non, pas forcément. Donc là, il nous en reste deux. Et là, il faut choisir. Vous avez mis quoi? Moi, j'ai mis la B. Alors, La C. est-ce que quand j'ai des cumulus, on va le faire autrement, est-ce qu'il pleut toujours quand j'ai des cumulus? Non, pas toujours. Pas toujours. Là, le problème, le mot, en fait, probable, il nous met le doute parce que probable, ça veut dire qu'il y a une forte possibilité. Vous voyez? Or, quand j'ai des cumulus, j'ai pas systématiquement de la pluie. Donc en fait, la bonne réponse ici, c'était la C. Mais effectivement, on peut hésiter un petit peu avec la B. Mais les cumulus, on les utilise typiquement en planeur ou on les utilise en parapente. On va aller en dessous pour justement prendre de l'ascension. Justement parce que c'est de l'instable. Ok? Je vous l'avais dit, hein, il y a beaucoup de questions où les réponses elles sont quand même... voilà. Nuage lenticulaire. Vous vous souvenez ce que c'est le nuage lenticulaire? J'ai ma montagne comme ça. C'est la sorte de chapeau chinois qui est au-dessus de la montagne. Vous vous souvenez qu'il était trop beau? Ah oui. Donc, T. les nuages lenticulaires dans le ciel, est-ce que c'est signe d'une forte instabilité? Pas spécialement, peut-être un peu, mais forte, peut-être pas. Brouillard la nuit suivante. Ah, pas de rapport. La masse d'air assez sèche. Non. Vent fort perpendiculaire à un relief. Où est-ce qu'on retrouve ces nuages lenticulaires? Justement, sur le relief. C'est le moment où l'air il arrive ici, il va être obligé de monter, et au moment où il monte, en fait, ça fait de l'air qui va venir condenser, et donc on va avoir le nuage. Donc là, la 14, c'était la D. Hein? La 13, c'était la C. Ouais. Mais ce qui est intéressant, plus que la réponse, c'est vraiment l'explication, je pense. Les réponses, après, les numéros des réponses, vous pouvez les avoir sur Internet ensuite. Parmi ces listes de nuages, quels sont ceux qui contiennent que des nuages instables? Donc moi, ce que je vous propose, quand vous faites ce genre d'exo, vous rayez tous les nuages stables. Nuage stable, c'est quel? Stable, c'est quoi le suffixe? C'est des stratus. Et instable, c'est tout ce qui est cumulo. Ok? Donc là, je vais regarder. Je vais éliminer tout ce qui est La stratus. C, c'est quoi? Stratus, stratus, stratus. Bon, mais le fait d'avoir éliminé ces trois-là, je n'ai même pas besoin de regarder la suite de la réponse à chaque fois. Le fait d'avoir éliminé un stratus à chaque fois, je sais que la bonne réponse est censée être celle-là. Je vais vérifier quand même parce que vous savez que dans le BA, ils sont un peu des fois. Hein. Alto cumulus. Cumulus, c'est bon. Cumulonimbus, ça c'est bon. Cirrocumulus, ça c'est bon. Yes. Qu'est-ce qu'on pouvait aussi éliminer? Le cirrostratus. Le cirrus, ici. Le cirrus, c'est quoi? Vous vous souvenez de ce que c'est le cirrus? Ouais, les cirrus, c'est les petites virgules comme ça qu'on trouve au début du front chaud. Ça annonce un début de front chaud. Voilà. Est-ce que ça va, les techniques? Ouais. Phil Arthur, ça va? T'arrives à t'en sortir? Ouais. Cool. Alors, la 16, je trouve que c'est une des questions les plus dures de cette partie du sujet. La formation la plus commune du brouillard, elle est due à quoi? Est-ce que c'est dû au réchauffement nocturne? Alors déjà, est-ce qu'on se réchauffe la nuit? Déjà, c'est con. Hein. Là, déjà, rien que celle-là, elle est un peu con. Mais bon, bref.
Ensuite, à quel moment je vais avoir de l'air qui va faire du brouillard? Vous vous souvenez, c'est l'histoire de la boîte. La boîte qui est à 70%, pour qu'il y ait du brouillard, elle va se transformer en rétrécissant. Ok? C'est ça qui me donne du brouillard. Et là, j'avais une température que je vais dire chaude. Donc je vais la faire en rouge hein, pour montrer que c'est une température chaude. Et à un moment, ça se refroidit. Et c'est le refroidissement. Quand ça se refroidit, la taille de la boîte diminue. Et donc le taux d'humidité augmente. C'est pour ça qu'il y a souvent du brouillard et de la rosée le matin, après la nuit. Parce que c'est là où l'air s'était le plus refroidi. Donc que la taille de la boîte, elle a diminué. Et à un moment, la boîte, elle diminue tellement que l'eau, elle dépasse de la boîte. Ok? C'est clair? Donc, question A, réponse A, forcément non. Au rayonnement nocturne du sol et à la condensation de la vapeur d'eau. Alors, oui, c'est de la condensation de la vapeur d'eau. On peut ne pas l'éliminer pour voir, ok? À la marée barométrique qui détend l'atmosphère. Alors là, c'est un jeu de mots qui pue la merde. Marée, regardez comment c'est écrit. Normalement, quand on parle du marais barométrique, le marais, c'est dans le sens du marécage. C'est comme ça. Et là, marée, c'est le sens de l'eau qui monte et qui descend. Ça n'a absolument aucun sens. Et ça détend l'atmosphère parce que c'est une blague. Et les blagues, ça détend l'atmosphère. Voilà, c'était vraiment le pire jeu de mots de la Terre. À la convection de fin de nuit qui déclenche une condensation adiabatique. Alors, convection, c'est quoi la convection? L'histoire de la casserole. C'est l'histoire de la casserole ou l'histoire du radiateur. C'est l'air qui monte comme ça. Est-ce que j'ai une convection en fin de nuit? Non. Non. Donc là, il nous reste quoi? Il nous reste que la B. Par élimination en fait. Voilà. Mais c'est par élimination. Rayonnement nocturne du sol. En fait, vous savez que l'air se refroidit beaucoup plus vite que la Terre. La Terre, si elle est à 10 degrés, pour changer d'un degré, il va lui falloir plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe la nuit? Le sol qui avait emmagasiné de la chaleur va le rayonner avec des infrarouges, avec tout ça, et va redonner de la chaleur comme ça. Ok? Bon, c'est vraiment... je vous l'avais dit, cette question-là, c'est la plus dure de ce module. C'est bon? Allez, question 17. Lorsque le vent est fort au sol. Alors, s'il y a beaucoup de vent au sol, est-ce que ça me donne des infos sur le vent qui est en altitude? Bah non. Donc déjà, tout ce qui est lié à l'altitude, il est nul en altitude, on n'en sait rien, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a peu de turbulences dans les basses couches de l'atmosphère. S'il y a beaucoup de vent, est-ce qu'à votre avis, il y a peu de turbulences? Ah non, hein. S'il y a ne serait-ce qu'un tout petit peu de relief et tout, il va vite y avoir des turbulences. Le ciel va systématiquement se dégager. Alors, en plus, déjà, on est au sol et non pas en altitude, donc il peut y avoir très bien des nuages en altitude et qui ne bougent pas. Hein. C'est pas parce qu'il y a du vent au sol. Est-ce que des turbulences dues aux imperfections du sol et aux obstacles se développent en basse couche? Bah oui, en fait, vous imaginez, j'ai des nuages, j'ai des bouts de montagne. Quand j'ai beaucoup de vent comme ça, il fait quoi le vent? Si c'est vraiment une forêt, hein. Là c'est une forêt, ça se voit dans mon... il va faire ça. Et s'il fait ça, l'air qui était au-dessus, lui il aime pas trop, donc il va aussi bouger. Donc en fait, ici, on va avoir des turbulences. Pareil avec la montagne, hein. Je ne fais pas tous les dessins. Un seul de qualité déjà extraordinaire. Ouais, donc là, on va avoir des turbulences. Dès qu'il y a du vent, de toute façon, on sait qu'on va avoir des trous d'air, des trucs comme ça. C'est bon pour tout le monde? Donc la réponse 17, c'était là, D. On se fait la 18. C'est bon pour tout le monde? Des mouvements aléatoires de petite échelle qui perturbent un flux d'air bien établi sont appelés. Donc en gros, c'est quoi ça? Ah merde. Hop. J'ai normalement un vent qui fait ça. D'accord? On va imaginer un vent comme ça. Sauf que des fois, il peut avoir ici des petites variations comme ça. Ok? Comment ça s'appelle? Alors, déjà, est-ce que si c'est des mouvements aléatoires de petite échelle, ça peut être des cyclones? Déjà, on peut oublier ça. Cisaillement et turbulence. Oui. Pourquoi pas? Ascendance. Non. Alors, ascendance, c'est quand il y a quelque chose qui monte. Mais en fait, là, on ne nous parle pas forcément de ça. Hein. Donc là, moi, je mettrais un comme ça. Des mouvements laminaires. C'est quoi le laminaire? Laminaire, c'est justement que ce soit
bien droit, bien lisse, d'accord? Donc laminaire, c'est l'opposé de turbulent. Or, la question, c'est si j'ai des mouvements aléatoires de petite échelle qui perturbent le flux d'air, comment ils s'appellent? Bah, ça ne peut pas être laminaire, vu que laminaire, c'est la situation sans ces turbulences. Voilà. Donc là, ici, la 18, bah, par élimination, il nous reste cisaillement et turbulence. C'est quoi le cisaillement et la turbulence? Alors, la turbulence, c'est le fait d'avoir des trucs comme ça. Le cisaillement, c'est quand, par exemple, ici, j'ai un beau flux d'air bien comme ça, et ici, j'ai un beau flux d'air bien comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand je vais arriver ici? Au début, le vent il me poussait comme ça, et au moment où j'arrive ici, les deux vents, c'est un endroit ici là où je vais avoir beaucoup de turbulences et du cisaillement. Cisaillement, c'est comme quand vous prenez un ciseau, vous êtes en train de couper à l'opposé deux éléments. Ok, vos lames de ciseaux, c'est ce qu'elles font. Première lame du ciseau, elle arrive ici. Deuxième lame du ciseau, elle arrive ici. Bon, normalement, elle se touche. Hein. Ça se touche pas dans mon dessin, mais c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Donc là, la réponse, c'était la B. La 19. Dans l'atmosphère, parmi les propositions ci-dessous, quelle est la plus faible température à laquelle on peut encore trouver de l'eau à l'état liquide? Alors, déjà, si on vous demande la plus faible, déjà, de base, 0. Donc là, on sait qu'on pourrait être là. Si c'est la plus faible, bah, c'est pas 10 et c'est pas 100. Vu qu'on vous demande la plus faible. Moins 10? Et est-ce qu'à moins 10, je peux encore avoir de l'eau liquide? Bah non, c'est gelé. C'est un zéro. Mais d'un côté, il y a. Vous vous souvenez, on avait parlé d'un phénomène qui s'appelle la surfusion. Bah, en C'est fait, dans l'air d'un certain nuage, j'ai de l'eau qui a température négative, et c'est au moment où mon avion rentre dedans, au contact, que les gouttes, elles se gèlent. Je vous avais parlé aussi de l'expérience, on mettait une bouteille, une petite bouteille au congèle comme ça, où il y a de l'eau dedans, on la bouge pas, et au moment où je la sors, donc elle était au congèle, je la sors, je lui mets une claque, et là d'un coup elle gèle. Vous vous en souvenez de cette petite vidéo ou pas? Non. Bon, ouais, tu étais peut-être en train soit de dormir, soit de te battre avec ton voisin. Ça, c'est possible. Donc en gros, ça tu regarderas sur internet, t'en as plein, c'est tu prends une bouteille d'eau, alors il faut que ce soit de l'eau minérale, de bonne qualité, sans impureté et tout ça, tu la mets au congèle, tu la sors, elle est encore liquide, tu la secoues, et là d'un coup elle va se mettre à geler. Là, ça veut dire que dans la bouteille, tu avais de l'eau en surfusion. Ok? C'était pas où autour il y avait de la glace et à l'intérieur il y a de l'eau? Non, non, je te parle vraiment de là, c'est que de l'eau pour l'instant, et au moment où tu tapes dessus et que tu crées des impuretés, bam, elle gèle d'un coup. Non, mais pour la surface. Normalement, faire bouger des atomes, ça les réchauffe. Alors, oui, mais en fait ici, c'est qu'on est dans un état où les atomes, ils sont descendus en température, descendus. On a de l'eau pure qui a très peu d'impuretés. Et au moment où je lui mets une claque, en fait, ça va venir taper, ça va faire des chocs. Et au moment où ça fait des chocs, c'est là où ils se rendent compte, ah, on aurait dû se geler depuis longtemps, et ils font un glaçon. C'est là, on est dans un état qui n'est pas logique par rapport à la physique que vous apprenez d'habitude. Mais je suis d'accord, normalement, quand je les bouge, je les réchauffe. Mais là, je te dis pas, je suis en train de le secouer dans tous les sens. Je te dis juste, je lui mets une calotte, un coup, je la tape sur la table, et rien que ça suffit à secouer les trucs. Et au moment où il y a un choc, bam, ça passe en fusion, en glaçon. Et dans l'air, c'est ce qui peut se passer dans certains nuages. On va avoir de l'eau qui est à -2, -3. L'avion, alors plutôt en IFR, hein, pas en VFR, passe dans le nuage. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il touche les petites gouttelettes d'eau. Et comme les gouttelettes, elles sont à -3 degrés, au moment où elles touchent l'aile, elles se disent « Ah, j'ai eu un contact, bam, je gèle. » Et ça fait du glaçon hyper dur sur toute l'aile. C'est pour ça qu'ils ont après des dégivreurs et tout ça. Sur les avions qui font de l'IFR principalement. C'est bon l'idée? Donc celle-là, elle n'était pas facile, mais elle est importante à rappeler. C'est bon, Moaya? Oui. J'ai répondu à la question du coup? Ok. La cellule d'un avion peut givrer. Alors, est-ce qu'elle peut givrer au vol, mais pas au sol? Alors, elle peut givrer au sol. Hein. Enfin, il suffit que juste il fasse froid et ça peut givrer, point. Dans les nuages uniquement. Alors, dans les nuages, oui. Uniquement, bah non, on peut givrer en dehors. Juste avec de l'air froid, on peut givrer. Dans les nuages et hors des nuages, bah oui. Dans un nuage composé exclusivement de cristaux de glace, non, parce qu'il peut y avoir de l'eau en surfusion dans certains nuages, donc il n'y a pas de cristaux de glace, s'il te plaît, Mustapha. Donc, exclusivement de cristaux de glace, non, parce qu'il peut y avoir des nuages où il y a juste de l'eau en surfusion, et ça marche aussi. Ok? Ça va faire différents types de givre. Donc là, la bonne réponse pour la 20, c'était la C.
Ça va pour tout le monde? Allez, on a bientôt fini le premier module. C'est toujours compliqué les premiers modules. Les courants de vent puissants qu'on le retrouve à très haute altitude sont nommés. Est-ce que c'est du jet lag? Non, ça c'est quand on prend l'avion et qu'on est fatigué en arrivant. Hein. Est-ce que c'est une tornade? Toujours plus. Une rafale? Non plus. Bon, mais c'est clairement le jet stream. Jet stream, vous vous souvenez, c'est le flux d'air qui va à 300 km/h très haut en altitude. Que utilisent certains avions de ligne pour faire le Paris-New York. Ils vont aller dans le jet stream pour aller accélérer dans un sens, et par contre dans l'autre, ils vont surtout rester en dessous pour pas se faire ralentir. C'est bon? Question 22. En pleine, dans les basses couches de l'atmosphère, des turbulences peuvent être générées par quoi? Alors ça, c'est une question de merde. Pourquoi? Quand je suis en plaine, qu'est-ce qui se passe? Vous imaginez, ça c'est ma plaine. Il y a des cailloux, il y a des arbres, il y a de l'herbe. Ok. J'ai le soleil qui est ici. Comment s'appelle ce phénomène? Le rayonnement, merci. J'étais en train de donner à la fois la question et la réponse tout en même temps. Hop, ça c'est du rayonnement. Qu'est-ce qui fait ce rayonnement? Il va chauffer les cailloux, l'herbe et les arbres. Or, tout le monde ne va pas chauffer pareil. Et ça va me faire, comment ça s'appelle quand j'ai des salles? De la convection. Cette convection va faire des bulles d'air chaud. Et ces bulles d'air chaud, quand mon avion passe dedans, c'est ce qu'on appelle des trous d'air. Donc là, c'est des enfoirés. On peut le dire. Là, techniquement, quand on regarde ça, déjà, bon, on sait que c'est pas le brouillard. Ok. Mais dans les basses couches de l'atmosphère, les turbulences, elles peuvent être générées par quoi? En fait, les rayonnements créent de la convection qui crée des bulles d'air. Voilà. Du coup, Mais directement, c'est le trou d'air, c'est pas la convection. La convection, c'est quand mais en fait, la trou d'air, c'est la conséquence de la convection. Et c'est plutôt des bulles d'air chaud, pas que des trous d'air. c'est plus direct. Trou d'air, c'est plutôt des différences de pression. Bulle d'air chaud, c'est lié à la convection. Donc moi, je suis comme ça, quand je l'ai fait, et quand je l'ai refait hier, hein, j'ai encore répondu les trous d'air. Non, la bonne réponse, c'est la convection. Mais je suis d'accord, moi j'en ai parlé avec mon instructeur, j'en ai parlé avec d'autres pilotes. Techniquement, ben, en fait, c'est une chaîne, donc c'est les trois, quoi. Enfin, et je suis d'accord avec toi, moi j'aurais répondu aussi plutôt les trous d'air. Le BIA a ses mystères impénétrables. Hein. Voilà. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais je le redis, des fois la logique elle est pas là. Il y en a pas. Ouais. Bon. Ce qui est important, c'est plus vous avez compris les phénomènes, plus vous pouvez avoir des points. Ce qu'on fait, est-ce que vous voulez faire une mini pause Ouais. ou pas? Ou on continue? Mais jusqu'à 15 ans. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on fera la pause quand ça sonnera. Ça vous va? Allez. Module 2. L'incidence. Alors là, c'est le dessin le plus important de ce module. J'ai besoin de l'horizon. L'horizontale. Hein. J'ai besoin aussi de mon avion qui est en train de monter ou de descendre. J'en sais rien, on va dire qu'il est en train de descendre par exemple. C'est ce qu'on va appeler la trajectoire. Sur cette trajectoire, je retrouve en face de moi, quoi? Si je suis en train de descendre comme ça, c'est quoi qui arrive en face de moi? Le vent relatif. Alors, c'est pas le vent comme quand je regarde la météo, c'est le fait que comme je suis en train de descendre, ben, le vent, il est en face de moi. Oui? Tu as une question? Ah, je croyais que tu levais la main. Là, j'ai le trajectoire. Il manque un dernier truc, ben, c'est de dessiner mon avion. Alors, mon avion, là, vous êtes d'accord, il peut très bien être comme ça, il peut très bien être comme ça, il peut très bien être... En fait, ça... Bon, il peut juste pas être en dessous de la trajectoire, mais il peut être au-dessus ou en dessous de l'horizon. Là, je vais le faire de manière complètement arbitraire, en train de monter, mais en fait, c'est juste pour avoir un dessin. Vous pourriez très bien l'avoir en train de descendre ici, c'est possible, ok? Ça, c'est ce qu'on va appeler l'axe de l'avion. Quels sont maintenant les angles? Ouais. Moi, je vois pas la facilité de descendre. L'avion. Alors attends, excuse-moi une seconde. L'avion. Hop.
Ok. L'avion ici, dans ce dessin-là, mon avion, il est comme ça. Par contre, il est en train de descendre. Et oui, parce qu'un avion, il peut très bien être un peu cabré comme ça et être en train de descendre. S'il n'a pas la vitesse suffisante, il ne va pas être forcément en train de monter quand il est accabré. Maintenant, comment s'appelle cet angle-là? L'angle entre l'horizon et l'axe de l'avion. Non. Je vous propose qu'on le laisse de côté pour l'instant. C'est quoi l'angle entre la trajectoire et l'horizon? L'angle dans lequel je suis en train de descendre, c'est là. Pente. Ok. Ensuite, comment s'appelle le fait que mon avion il soit comme ça ou comme ça? C'est cette partie où il y a les tensions, les machins. tout ça. Non. On va dire qu'il est à cabré ou à piqué. L'assiette. Voilà. L'assiette à cabrer. Ici, il a une assiette à cabrer malgré le fait qu'il ait une pente négative. Il nous manque un dernier truc. L'angle entre la trajectoire de l'avion et l'axe de l'avion. C'est finalement, mon avion il est comme ça et le vent arrive comme ça. Ça, c'est l'angle que fait le vent par rapport à l'aile, en gros. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'incidence. Ouais. Donc ce que je vous propose, je mets en pause 2 secondes pour que vous puissiez aller aux toilettes et tout, et on reprend juste après. Donc, on en était à rappeler les 3 types d'angles. Quand j'ai l'horizon, l'angle entre l'horizon et la trajectoire, c'est la pente. L'angle entre l'horizon et l'axe, c'est l'assiette, assiette à cabrer, assiette à piquer. Et l'angle entre l'avion et le vent, c'est l'incidence. Du coup, dans le sujet, on me demande l'incidence, c'est quel angle? Et là, je regarde. C'est l'angle entre l'horizon et l'axe? Non, ça c'est l'assiette. La distance maximale entre le bord d'attaque et le bord de fuite, comment ça s'appelle ça? Pour une aile, la distance maximale entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Eh? C'est pas l'envergure. L'envergure, quand je prends mon avion très bien dessiné avec ici, là, ça c'est l'envergure. D'accord? Ce qu'on te demande ici, c'est ça. Est-ce que vous en souvenez? Comment ça s'appelle ça? Non. C'est la corde. Vous vous souvenez, la corde, c'est la distance entre là et là. Bref, la largeur en gros. Bref. La distance entre 2 nervures d'aile. Les nervures, elles sont où? Elles sont ici. À l'intérieur de l'aile, vous vous souvenez? Quand on fait la structure de l'aile, là, c'est les trucs qui sont dedans, les bouts métalliques qui viennent tenir à l'intérieur. Donc c'est pas ça. L'angle entre le vent relatif et la corde de l'aile, oui, c'est ça. Ok. Hop. Pour calculer la distance de décollage d'un avion, il faut quoi? Est-ce qu'il me faut que la masse de l'avion? Alors, est-ce qu'il me la faut déjà, la masse de l'avion? Oui, plus je suis lourd, moins je décolle vite. Hein. Ensuite, est-ce qu'il me faut la température de l'air? Oui, quand il fait froid, l'air il est beaucoup plus dense, lourd. C'est quand il est chaud qu'il est léger. Regarde, au-dessus d'un radiateur, ça monte comme ça. Donc, quand il fait froid, l'air il va mieux porter, je vais décoller plus court. Donc, quand il fait froid, je décolle vachement plus vite. Quand il fait chaud, je décolle moins vite. L'altitude, est-ce que ça change? Oui. Quand je suis en altitude, il y a moins d'air. Donc, il porte moins. Quand je suis au niveau de la mer, il y a beaucoup d'air. Il y a une plus grande pression. Donc là, il me faut aussi l'altitude, la masse et la température. Donc ça, la B, c'est vrai. On va quand même lire les autres au cas où. L'altitude uniquement. Ben non, pas uniquement. Il nous la faut, mais pas uniquement. Aucun de ces éléments. Non, ça c'est faux, c'est sûr. Donc là, c'était bien la B. Mais pensez à toujours lire les autres réponses au cas où. Ouais. Est-ce qu'il peut y avoir des questions où il y a plusieurs réponses possibles? Oui, et en général, quand il y a A et B qui, par exemple, il y a A et B qui sont vrais, souvent on va te proposer dans la question D, on va dire A et B. Donc là, si tu avais un exemple, hein, tu as A qui est vrai, B qui est faux, C qui est vrai, et D qui te dit A et C, bah en fait la bonne réponse c'est la D. Oui, mais si on avait dans l'ordre de quand on lit, on entoure A parce qu'on sait que c'est bon, B on dit que c'est pas bon, et si on entoure et après on voit que c'est bon. Mais en fait, de toute façon, tu ne réponds pas sur le sujet, tu réponds dans la grille, au moment où tu vas colorier les cases. Donc du coup, sur ton sujet, moi ça m'arrive, hein, mais c'est pour ça que je vous dis de toujours lire les autres réponses au cas où.
Parce que des fois, la A était vraie, mais la C aussi et la D aussi. Et ça, c'est le problème du BIA. Ils n'ont pas compris le concept de QCM. Hein. Ça les dépasse un petit peu. Bref. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent le uniquement de plus en plus. Le uniquement permet d'annuler le C. Le uniquement permet d'annuler le A. Parce que c'est pas uniquement. Ah oui, donc. Mais c'est pas tout le temps écrit comme ça, donc faut faire attention. Ok. La polaire. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est la polaire, à part un pull qui tient chaud? Attendez, pardon. Oui. Je suis désolée, j'ai pas. La bonne réponse, là, c'était lesquelles? C'était la B. Parce qu'il y a la température et l'altitude et la masse de l'avion. Ok, ok. Et pas juste la masse, pas juste l'altitude. C'est pour ça. C'est le uniquement qui me permettait de dire que c'est la B. Ok. La polaire, c'est quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? C'est quoi CZ et CX? C'est au décollage, non? C'est le coefficient, ici, CZ, de portance. Et là, c'est le coefficient de traînée. CX, coefficient de traînée, coefficient de portance. On va redonner les différents points. Le point qui est ici, c'est le point de portance nulle. Le point A, c'est le point qui est le plus à gauche. Ça se voit pas, hein, c'est le point qui est le plus à gauche. C'est le point de traînée le plus à gauche minimal. Le B, c'est absolument rien. Ils ont mis un point B en plein milieu, on ne sait pas à quoi il sert. Le C, vous voyez qu'il est sur la droite qui vient toucher la courbe. C'est ce qu'on appelle le point de finesse max. Le D, on va demander à Mustapha par exemple. Hein? Le D, c'est quoi? On n'est pas du tout dans le bon truc, Sylvia. C'est le point de portance maximale. Et là, c'est quoi à cet endroit-là là? L'endroit où ma courbe a disparu? C'est-à-dire que C'est le... Ah, je sais, attendez, ça va. C'est un endroit où il n'y a plus de portance. La portance instantanément a disparu. t'as le contrôle, non? C'est pas pour ça que t'es dans un avion et tu perds le contrôle. C'est pas que tu perds le contrôle, mais ça revient à ça. Décrochage. Le décrochage, bien vu. Ce point-là, c'est le point de décrochage. Ok? Donc là, on a redit tout ce qu'il fallait. Maintenant, on peut lire la question. Le point qui correspond à la finesse max, c'était le C. Ok? Bon, là, dans cette question, il y avait que ça, mais ça, c'est une question qui revient tout le temps. Vous êtes quasiment sûr d'avoir une polaire, et on vous demandera soit A, B, C, D en vous disant A, c'est ça, B, c'est ça, C, D, etc. On va vous proposer plusieurs trucs. Il faut savoir tous les points de la polaire, quoi. C'est bon pour tout le monde? Si vous voulez que je rappelle des choses ou pas? On s'en fout de la bonne réponse. Il faut que vous sachiez ce que c'est les autres. Voilà. Ensuite, le braquage des volets hypersustentateurs en bord de fuite. Ça veut dire quoi? Juste les volets, quoi. C'est juste les volets. Pourquoi hypersustentateurs? Parce que les volets... Les volets, c'est ce qu'il y a derrière les ailes. Ouais, c'est ce qu'il y a derrière les ailes. J'ai pas ma super maquette de la Murphy Tutu. Je vais la chercher. Hop. La maquette. Waouh. Donc, j'ai ma maquette qui fait la gueule. Hein. Ouais, il y a des gens qui ont rajouté du scotch dedans et du coup j'ai du mal à le remettre. On se demande. Hein. Donc, ici, là j'ai les ailerons, ok, et là j'ai les volets. Pourquoi on appelle ça hyper sustentateur? Parce qu'ils aident l'avion à se maintenir dans l'air. Donc, c'était quoi la question? Quand on braque les volets, c'est-à-dire on les sort, est-ce que ça augmente la portance? Oui. Donc ça, oui. Est-ce que ça augmente la traînée? À votre avis, quand j'ai les volets sortis ici, est-ce que j'ai pas du mal à... les volets sortis, est-ce que ça m'aide à avancer? Non. Ça freine, hein. Donc si ça freine, ça augmente la traînée. Donc ici, ça augmente la portance, mais ça augmente aussi la traînée. Est-ce que ça diminue la traînée? Pas du tout, ça l'augmente. Et là, on a encore d'autres trucs. Donc, les volets, ils augmentent la portance, mais malheureusement, ils augmentent aussi la traînée. S'ils augmentaient la portance et qu'ils diminuaient la traînée, on les laisserait tout le temps. Hein. La traînée, c'est quoi? La traînée, c'est le fait que ton avion, il est freiné dans l'air. C'est, tu vois, ça freine ton avion. Donc, bien sûr, quand tu sors les volets, oui, tu gagnes en portance. Tu vas mieux décoller ou plus facilement atterrir avec une vitesse un peu plus petite, mais par contre, ça te freine. Alors, à l'atterrissage, c'est très bien, mais au décollage, tu es content. Hein. Au moment où tu les rentres, tu seras content parce que tu vas pouvoir accélérer un peu. C'est bon? Et moi aussi?
Ok. La traînée induite. Alors je vérifie juste que j'avais pas d'autres trucs à vous dire. Non. La traînée induite. C'est quoi la traînée induite d'une aile? Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? En fait, elle est induite à cause de la portance. Ici, j'ai des faibles ou des fortes pressions au-dessus de l'aile. Imaginez, là, est-ce que l'air il se pousse comme ça? Donc là, c'est de la forte pression. Et ici, l'air il est en dépression. Donc là, j'ai beaucoup de pression, là, j'ai pas beaucoup de pression. L'air, il a envie de faire quoi? Surtout ici, il va le faire. Il va faire ici. Il va essayer de passer des fortes pressions aux faibles pressions. Et ça va faire des tourbillons en bout d'aile. Ces tourbillons ont tendance à ralentir mon avion. C'est ce qu'on appelle la traînée induite. Ok? Donc la traînée induite, c'est les tourbillons de bout d'aile. Comment on les annule, ces tourbillons de bout d'aile? Ouais. On rebique les ailes, ça s'appelle comment ces petits rebiquages d'ailes? Les winglets, ça c'est chez Airbus. Comment ça s'appelle chez Boeing? Ou l'inverse, j'en sais rien. Ils s'appellent les sharklets. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas le même nom. Parce qu'en fait, ouais, sharklet c'est comme winglet, sauf qu'il y en a un c'est chez Airbus, l'autre c'est chez Boeing. Mais ça, c'est un nom commercial, non? Ouais, c'est ça. Et le vrai nom, c'est quoi? En fait, le vrai nom, c'est souvent on utilise winglet parce que c'était le premier. Mais en fait, les deux, c'est la même chose. D'ailleurs, je sais plus si c'est Airbus ou Boeing qui a eu comment ça s'appelle? Un truc en justice. Parce que ce qu'ils avaient fait dans leur brevet des sharklets, c'était tellement une copie des winglets qu'ils ont eu une attaque en justice en disant vous avez piqué notre brevet, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas le même nom, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pareil en fait. Hein. C'est les ailes qui sont repiquées. Hein. Ok? C'est bon pour tout le monde ça? Bon, c'était pas la question, mais c'est quand même important. Donc la traînée induite, est-ce qu'elle diminue quand la portance augmente? De toute façon, quand la portance augmente, la traînée augmente. Donc en fait, non. Est-ce que c'est une conséquence des différences de pression entre l'intrados et l'extrados? Oui, on le garde. Est-ce que ça augmente avec l'allongement? Ça, est-ce que vous vous en souvenez de ça? Non. C'est pour ça que les planeurs, ils ont des ailes très 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 longues. Ils ont un allongement énorme, justement pour réduire cette traînée induite. D'accord? Donc ça, c'est faux. Est-ce que c'est la conséquence de moucherons collés sur le bord d'attaque? Alors ça, c'est bien une traînée. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la traînée plutôt de forme. La traînée de forme. C'est le fait que mon aile, si je fais une aile vue de côté, hein, qui est un carré comme ça, ou si je fais une aile qui est un arrondi comme ça, elle, ça force vachement sur l'air, alors que elle, ça force pas beaucoup. Mais entre une aile comme ça et la même aile, alors attention, c'est la même, hein, c'est les mêmes, avec des gros tas de moucherons ici, celle-là force plus dans l'air que celle-là. Donc là, c'est une traînée de forme. C'est bien de la traînée, mais c'est pas la bonne traînée. C'est bon? Donc la bonne réponse ici, c'était la B. La variation de l'assiette. C'est quoi l'assiette? On l'a dit tout à l'heure, bah c'est encore au tableau. Assiette à cabrer, assiette à piquer. Cette variation d'assiette, c'est l'axe de tangage. Et ça se fait grâce à quoi? Grâce aux manches qu'on fait d'avant en arrière. Et ça change quelle partie de l'avion? Derrière. Ça s'appelle comment? La queue. La gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur, effectivement. Donc, le manche d'avant en arrière change la gouverne de profondeur qui fait varier l'avion autour de son axe de tangage à piquer ou à cabrer. Oui, de profondeur, et ça, c'est de direction. La gouverne de profondeur, elle ne dirige pas avec les... Non, les palonniers, c'est la gouverne de direction qui est ici. Ok. C'est ce qui permettra à ton avion de tourner autour de l'axe de... Non, les Lacet. palonniers, Lacet. c'est l'axe de lacet. Ok? C'est bon? Ça revient? Ouais, c'était il y a longtemps, hein, tout ça. Roulis, c'est ça. Et roulis, effectivement, roulis, c'est quand ça roule. Ok. Voilà. Ça, tu viens. Donc ici, la question c'était la variation de l'assiette s'effectue autour de l'axe de tangage. 26B. Là, il va y avoir plein de fois cette question, comme on l'a déjà expliqué ici, je vais avancer. Hein. Ok? L'axe de piste, c'est n'importe quoi. Ils aiment bien mettre des petits trucs comme ça. Parmi les éléments suivants, celui qui a une influence sur la position du centre de gravité, c'est quoi? Alors, est-ce que ma trajectoire, palier, montée ou descente, ça a une influence sur le centre de gravité? C'est-à-dire, est-ce que si mon avion est comme ça ou si mon avion est comme ça, le centre de gravité dans l'avion, il a bougé? Ouais. Alors, dans un seul cas, si j'ai pas attaché les bagages à l'arrière, oui, si les bagages, ils viennent à l'avant ou s'ils vont dans la queue de l'avion, forcément, mais dans un avion, on attache les bagages.
Donc normalement, le centre de gravité, mon avion il peut être comme ça, le centre de gravité il n'a pas bougé. Ok? Vu que les bagages sont attachés. Par contre, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que la vitesse va changer ça? Bah, encore une fois, si tout est attaché, normalement le centre de gravité il bouge pas. Hein. Le niveau de carburant dans les réservoirs? Oui. Et l'inclinaison? Normalement non. C'est quoi l'inclinaison d'ailleurs? C'est l'axe, voilà, de roulis. D'accord. Pourquoi le carburant, la quantité de carburant va jouer? Parce que souvent le centre de gravité il est par là. Or le carburant il est légèrement en arrière du centre de gravité pour compenser en fait le poids du moteur qui est à l'avant. Et donc moins il y a de carburant, plus le centre de gravité se décale vers l'avant vu qu'il y a le moteur à l'avant. Et souvent les pilotes aussi. Voilà. Ça dépend des avions, hein, bien sûr. C'est bon? Donc ici c'était le niveau de carburant, la 2.7 c'est la C. La 2.8 pour tourner. C'est le seul moyen de faire un peu varier le centre de gravité. Est-ce que c'est le seul moyen? Non, il y a un autre moyen qui est de dire quand j'ai un avion 4 places, si j'ai 2 gros et 2 petits, des fois, si on a un centre de gravité qui devrait être trop à l'avant, on peut mettre un des gros à l'arrière et un des petits à l'avant. Comme ça, on recule un peu le centre de gravité. Quand on fait les calculs de masse, on le fait ça. Hein. On vérifie que notre centre de gravité ne soit pas trop à l'avant. Après, sinon, on met des caisses de vin à l'arrière. On part en voyage, on prend des caisses de vin dans le coffre et puis c'est bon. On recule le centre de gravité, tout le monde est content. Bon. Non, effectivement, on n'a pas beaucoup de moyens de régler ce centre de gravité, si ce n'est les passagers et les bagages. Les bagages, je peux les attacher plus ou moins loin pour jouer un petit peu. Mais à part si j'ai 12 000 tonnes de vin à l'arrière, sinon ça ne change pas grand-chose. Si tu as juste ta valise avec tes vêtements, ça pèse pas 150 kg non plus. Quoi. Pour tourner selon l'axe de tangage. Axe de tangage, c'est comme ça. On l'a dit, hein, manche d'avant en arrière. Donc la bonne réponse, c'était la A. J'avance un peu hein, tant qu'on est sur des réponses faciles. Le décrochage pour un profil d'aile précis. Là, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Normalement, celle-là, je vous l'ai répété. Je vous ai dit qu'elle y serait. Elle y est. Toujours à la même incidence. Toujours à la même incidence. Voilà. Ça, c'est la phrase qu'il faut connaître par cœur. Toujours à la même incidence. L'incidence, c'est l'angle entre le vent et l'aile. C'est l'angle qui est ici, par exemple. Entre mon stylo vert qui serait... L'avion est en train de descendre, d'accord? Ça, c'est l'angle d'incidence. Oui. Est-ce que cet angle peut varier le chiffre? Je ne sais pas si c'est clair la question. Mais... Par exemple, on appelle l'angle d'incidence l'angle entre l'avion et l'air. Ouais. Mais si on devait le mesurer, est-ce qu'il y a une tranche pour l'angle Il est fixé. Il est fixé. On le retrouve, cet angle, normalement, quand je trace ma polaire. Des fois, sur certains tracés de polaire, on nous donne ici les angles d'incidence. Et là, on va te dire, je suis à 18 degrés, par exemple. Voilà. Dès que je dépasse 18 degrés entre l'air et mon aile, bam, ça décroche. Mais en tout cas, ce chiffre-là, il est fixe. Il ne faut pas les apprendre. Non, il n'y a pas besoin de le connaître. Pas de souci, ça sert à ça, hein, la correction. C'est un virage... Oh, si je disais tous les mots, ce serait mieux. Un avion en virage, il suffit 2G. Alors, 2G, est-ce que vous vous souvenez quel est son angle d'inclinaison? 60. Ouais, c'est 60. Voilà. En gros, bon, il y a une règle, hein, on fait 1 sur le cosinus, bon, enfin, on s'en fout. Quand je suis à 60, alors 60, ça commence à faire un bon angle. Hein. Mais quand on est à 60, déjà, l'avion, il a tendance à vachement descendre. Donc, on est obligé de tirer vachement. Et là, au moment où on tire, je peux vous dire que les 2G qui sont ici, on pèse 2 fois son poids. On a tous les organes qui sont attirés vers le sol de notre avion, qui est comme ça. Hein. On a tous les organes qui sont attirés et je peux vous dire que les 2G, on se sent très très lourd. Ça fait comme dans un manège qui remonterait d'un coup très fort. Ouais, c'est une expérience. Voilà. Quand vous ferez votre vol d'initiation, vous pourrez demander, pourquoi pas, à l'instructeur qui sera à côté de vous le faire tester ça. C'est intéressant à voir. Ouais. Il faut l'avoir. Il faut avoir le BA à combien de 10 sur 20. 10 sur 1. Si tu as plus que 10 sur 20 à l'ensemble de tout le module, donc là si tu as 8 ici et que tu as 12 à l'autre, ça fait 10 sur 20, hein, on s'en fout. C'est la somme de tout et ensuite on divise et voilà. Et du coup, on a le vol. Vol gratuit si tu as plus que 10 sur 20. 10 sur 20 à l'ensemble de tout. Hein. Voilà. Pour réaliser une mise en virage, on incline l'appareil en roulis. Donc là, je fais ma mise en virage. Ok. On fait un roulis à droite ou gauche? On n'en sait rien. Donc là, j'ai fait mon roulis. Qu'est-ce qui va se passer? Au moment où je fais ça, mon avion il va avoir tendance à chasser du cul comme ça. Vous en souvenez? C'est ce qu'on appelle le lacet inverse. Et l'autre phénomène qu'on avait parlé, c'est quand je mets du pied, au moment où je mets du pied, cette aile-là, elle va plus vite dans l'air,
Là, j'ai du roulis, mais qui est du roulis dans le même sens. Donc, c'est du roulis induit. Il faut se souvenir de ces deux expressions-là. Lacet inverse, roulis induit. Vous n'hésitez pas à m'arrêter hein, si je vais trop vite. Donc là, ici, ce qu'on vous demande, c'est le lacet inverse. Lacet induit, ça n'existe pas. Roulis inverse, ça n'existe pas. Roulis induit, ça pourrait. Sauf que le roulis induit, il existe quand j'ai fait un lacet et j'obtiens un roulis induit. Or ici, on a fait un roulis. Comme on a fait un roulis dans le sujet, on obtient un lacet inverse. Tellement logique. Oui, mais tu vois, du coup, les deux réponses ici, potentiellement, un élève qui ne sait pas trop, s'il ne lit pas bien la question, il pourrait répondre ça parce que ça existe aussi. Ouais, ils aiment bien hein, mettre des réponses. Le BIA, au moins, les réponses, des fois, elles sont intelligentes. C'est-à-dire qu'un élève qui connaît, déjà, il sait qu'il élimine ça, il garde ces deux-là, et ensuite, il se dit, ok, c'est quoi qu'on m'a demandé de faire? Je me mets en roulis. Comme je me mets en roulis, j'obtiens un lacet inverse. Ça va? Ok. Comment le pilote peut-il corriger ce phénomène? Donc, j'ai fait un roulis, j'ai un lacet inverse, qu'est-ce que je vais faire pour contrer ce lacet inverse? Alors, dis-moi ce qu'on fait. Égal, on tourne de l'inverse. Alors, pas du tout, on fait pas du tout avec le manche. Le manche nous fait du roulis. Et donc oui, Emma? C'est le ballonnier. C'est les palonniers. Quand j'ai du lacet, le lacet, c'est quoi qui contrôle le lacet? C'est les palonniers. Les palonniers vont faire bouger la gouverne de Profondeur. perdu, direction. Les palonniers font bouger la gouverne de direction. Et ça me met du lacet. Ok. Donc ici, je suis d'accord avec toi, je ne sais pas où est le palonnier. Action sur le palonnier, c'était donc là A. En laissant faire, oui, aussi, on peut laisser tout. On fait ça, on sirote un petit cocktail et puis voilà quoi. Donc la 12, c'était la A. En descente rectiligne uniforme sans traction. Alors là, celle-là, elle est intéressante. Ça veut dire quoi, descente rectiligne uniforme? Descente, je vais vers le bas. Rectiligne, je vais vers le bas en ligne droite avec un stylo qui ne marche plus. Uniforme, ça Je sais pas où est mon stylo. une vitesse constante. Voilà, uniforme, ça veut dire toujours la même vitesse. J'ai perdu mes stylos, je vais en prendre un nouveau, ça me saoule. Allez. Donc, je suis en descente en ligne droite, uniforme à vitesse constante. Vitesse constante, ça veut dire que je ne suis pas en train d'accélérer ni de ralentir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les forces, elles se compensent. Somme des forces, elles se compensent. On a quoi comme force sur notre avion? Allez, mon avion, il a quoi comme force? Cisaillement, n'importe quoi. C'est quoi les forces sur un avion? Déjà le premier, le poids, merci. Mon avion, il est attiré vers le bas par son poids. Ensuite, les frottements. Les frottements, c'est ce qu'on va appeler la traînée. La traînée, c'est souvent ce qu'on note RX. Pas T, parce que T, ce sera souvent là. Oui, Emma? Non? La trajectoire, c'est ça. C'est la ligne bleue. Et après, il y a la Alors, on va avoir la portance. La portance, elle devrait être où? en haut. Ben, elle devrait être à la perpendiculaire de la trajectoire. Peu importe comment est mon avion. Hein. Et ensuite, la traction. Ici, est-ce que j'ai une traction? Regardez, dans le sujet même, c'est écrit sans traction. En gros, ça veut dire quoi? J'ai coupé mon moteur, quoi. Je résume. Donc, ici, j'ai trois forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'en fait, mon poids, là, je peux le projeter. Vous vous souvenez qu'on avait fait des trucs comme ça? On avait projeté le poids en disant, j'ai une petite partie ici, j'ai une grande partie ici. Putain, c'est complètement perpendiculaire, hein, ça se voit pas, c'est un rectangle. Et cette partie-là, elle fait pile poil la même longueur que cette partie-là. Donc là, si je fais à peu près la même longueur, hop, et hop là. Cette partie-là fait la même longueur que cette partie-là. Et cette partie-là fait la même longueur que cette partie-là. Mon poids compense la portance et la traînée. Et maintenant, je vais lire la question. La portance et le poids sont directement opposés. Regardez. La portance, elle n'est pas opposée. La portance, elle serait opposée si on était en rectiligne uniforme horizontal. En palier, ça s'appelle. En palier, c'est quand on est à l'horizontale. Le poids, c'est perpendiculaire à la trajectoire aussi. Non, le poids, c'est toujours vers le bas. Mais c'est quoi la deuxième flèche alors?
là, ça c'est la traînée, ça c'est la portance. Ça c'est le poids, il est ici. Mais le poids, je peux le séparer en un ici, un ici. Vous vous souvenez, c'est une histoire de vecteur. Un vecteur qui est comme ça, je peux dire c'est ça plus ça. Je décompose en deux petits poids virtuels qui sont virtuels. Hein. Un qui est dans le même sens que la traînée et l'autre qui est dans le même sens que la portance. Ou sinon, j'aurais pu projeter ces deux-là. Mais le problème, c'est que ça m'obligeait à faire 4 projections, c'était un peu chiant. Souvent, on projette qu'une seule des forces, celle qui est le moins dans les axes des autres, quoi. Donc ici, le poids et la portance sont directement opposés, ça c'est faux. La traînée et le poids sont directement opposés. C'est faux aussi, hein. Le poids il est là, la traînée elle est là, ils sont pas opposés. Oui. Vous avez dit, la vitesse égale constante, ça équivaut à la somme des forces. Égal à 0, pardon. Pour vitesse égale constante, pour toi, regarde, l'accélération, elle vaut combien? 0. Vitesse constante, accélération nulle, somme des forces égale à MA, A égale 0. Je résume pour toi, les autres on s'en fout. C'est plutôt pour les terminales ça. D'ailleurs, t'as déjà passé la physique? Ah oui. Bon, c'est pour le plaisir alors. La composante du poids parallèle à la trajectoire, alors ça c'est le poids. La composante parallèle à la trajectoire, c'est ça. Est-ce qu'elle s'oppose à la traînée pour l'équilibrer? Regardez. Est-ce que ça c'est opposé à ça? Oui. Donc la C elle est bonne. Vous voyez que ce truc-là, il faut faire un dessin. Hein. Honnêtement, ça fait partie des questions faisables mais dures. Ok? La question, elle est très logique, c'est des dessins que je vous ai déjà fait, mais elle n'est pas facile. Ça va pour tout le monde? Mustapha? Donc la bonne réponse ici, c'était la C. C'est bon? Allez, là, 2.14. Pour réduire la traînée induite, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut diminuer l'allongement? Eh bien non, au contraire, on va augmenter l'allongement. C'est ce que font les planeurs. Les planeurs, ils font des très longues ailes pour avoir moins de traînée induite. Donc ce serait l'inverse. Ajouter des becs de bord d'attaque. Becs de bord d'attaque, ce serait des trucs qui seraient ici. Est-ce que ça va réduire la traînée induite? Non, on a dit que la traînée induite, c'est le problème des trucs qui font ça, donc c'est pas bon. Ajouter des aérofreins. Ah bah alors, les aérofreins, qu'est-ce qu'ils font? Ils freinent, ils augmentent la traînée. Donc ça, c'est encore plus con. Hein. Là, de toutes les réponses, si on devait en éliminer une, vraiment hyper conne, ce serait celle-là. Et ensuite, ajouter des winglets. Oui. Parce qu'on relève le bout des ailes, et donc l'air, quand il va vouloir passer des très hautes pressions aux très basses pressions, il est obligé de faire un très long tour, donc ça va diminuer vachement les tourbillons d'aile. Et donc la traînée induite. C'est bon? Un parachute en chute libre, est-ce qu'il va de plus en plus vite, quelle que soit sa position, pendant toute la durée de la chute libre? Non, effectivement, à un moment, effectivement, il accélère. Mais plus il accélère, donc ça c'est un parachutiste, ça se voit, regardez. Il a un parachute hein, quand même. Mais pour l'instant il est en chute libre, donc il n'a pas encore sorti son parachute. Ça se voit, c'est dans son dos. Qu'est-ce qui se passe quand il accélère? La vitesse, elle est de plus en plus grande. Mais si la vitesse est de plus en plus grande, son poids à lui, normalement, il n'a pas changé. On suppose, il ne se fait pas petit ni rien. Hein. Donc, j'ai mon parachutiste. Au début, les frottements, petite vitesse, petit frottement. Puis, il accélère. Les frottements augmentent. Les frottements augmentent. Et il y a un moment, le poids, les frottements sont à égalité. Et au moment où ils sont à égalité, la vitesse, est-ce que je continue à accélérer? Non, parce que ça s'égalise. Donc, en fait, on atteint ce qu'on appelle la vitesse limite. Cette vitesse limite, bien sûr, elle dépend de... Si je fais un saut comme ça, je peux vous dire que votre vitesse limite, elle va grandement augmenter. Hein. Alors que si je me mets à plat, ma vitesse limite, je vais vraiment beaucoup plus freiner. Donc, oui. Ça, on peut l'atteindre au bout de combien de temps? Ça, quand tu es à plat ventre, c'est à peu près 10 secondes, 15 secondes. Voilà. Tu sautes. Et au début, le plus dur, c'est t'es en train d'accélérer, et tu le sens parce que tu as tes organes, ils sont un peu retenus en arrière, tu vois. Et à un moment, quand ta vitesse, elle est nulle, là, c'est le plaisir, parce qu'en fait, tu es en l'air, et tu as l'impression, comme ta vitesse, elle bouge plus, tu n'as plus les organes qui bougent partout.
Tu es juste en l'air, un peu comme suspendu, mis à part que tu es en train de tomber, mais tu es suspendu. C'est-à-dire que tu sens plus le poids et en même temps tu sens plus l'accélération qui fait que tes organes ils étaient en train d'être vraiment retenus très en arrière. Voilà. Ouais, je l'ai fait une fois, ouais, il y a 2 ans. Et, alors, est-ce qu'on atteint une vitesse limite très tôt? La vitesse limite, c'est ça, c'est le moment où ça s'équilibre. Quand je suis en position verticale, non, ce sera très tard. D'ailleurs, ce sera probablement trop tard. La vitesse limite très tôt, si en position horizontale à plat ventre, oui, verra sa vitesse augmenter puis diminuer quelle que soit sa position. Alors, si on prend le principe qu'il se scratch au sol, oui, ça c'est vrai. Hein. Sa vitesse, elle augmente jusqu'au moment où il touche le sol. Hein. Et ça s'arrête d'un coup. Mais on suppose qu'il est encore en chute libre, pas qu'il s'est scratché. Donc ça, on peut l'éliminer. Ok. Donc là, la réponse était la C. Une montgolfière se maintient à altitude constante. Alors, c'est quoi une montgolfière? C'est un panier, Des câbles. des câbles, Rien. un ballon, Du câble. et alors voilà, suivant ce qu'on a, si c'est une montgolfière, effectivement, ici on a une flamme. Ok? C'est de l'air chaud, la montgolfière. Comment ça s'appelle le ballon où c'est pas de l'air chaud? Le dirigeable. Ouais, mais c'est pas un ballon. Je parle vraiment de ballon. Une montgolfière, c'est un ballon à air chaud. Le parachute. Comment s'appellent les ballons où dedans c'est pas de l'air chaud? De l'hélium, par exemple. Comment ça s'appelle ces ballons? Si je vous dis une charlière ou une rosière. Voilà. La rosière et la charlière, alors il y en a une des deux, c'est un gaz, et l'autre, c'est un mélange entre le ballon à air chaud et le ballon à gaz. Ok? Bon, c'est juste pour que vous les ayez en tête. Ballon à air chaud, c'est une montgolfière. Qu'est-ce qui nous manque dedans, là? Il manque un moyen de redescendre. Et effectivement, ici, il y a une petite soupape avec un fil qui est attaché ici, et le pilote, il a 2 fils, en fait. Hein. Un fil pour monter l'air chaud, monter. Un fil pour laisser s'échapper l'air chaud, descendre. Et ensuite, pour se déplacer, comment il fait? Eh bien, il a lu la météo et il sait qu'à telle altitude, il y a un vent dans ce sens et à telle altitude, il y a un vent dans l'autre sens. Et en jouant sur ça, il essaye de se diriger à peu près, mais en fait, il choisit pas où il va. Il va là où le vent l'emmène. Ok? Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, un jour, allez à Rocamadour faire les montgolfiades. C'est assez stylé. Voilà, c'est trop beau. Mais du coup, là, quand il va changer entre les deux vents, Ouais. il va pas se faire un petit. Alors, attention, là j'ai fait un cas extrême juste pour montrer. En vrai, il y a rarement la nacelle qui est en train de se faire pousser là et le ballon là. Hein. Normalement, t'es pas censé décoller quand il y a des vents trop forts. C'est de manière générale des couches d'air. Et quand il a lu, il a vu que les couches basses, elles étaient dans ce sens-là, les couches hautes, et il essaye tant bien que mal de faire un circuit. Mais les 3 quarts du temps, les montgolfières se posent pas là où elles ont décollé. Hein. Elles se posent là où elles peuvent. Voilà. Ok? Donc là, comment s'appellent les forces qu'on va retrouver? On va avoir, de manière générale, si je prends l'objet, hein, on va dire que les bonhommes ils sont gros, hop, on a le poids, merci. Et on va avoir quoi d'autre? La poussée d'Archimède qui s'écrit pi. Cette poussée d'Archimède est égale à quoi? Au poids du volume de fluide déplacé. En gros, ici, partout là, je devrais avoir l'air. Je calcule son poids. Mais ça, c'est ma poussée d'Archimède. C'est pour ça que les montgolfières sont immenses. Parce qu'en fait, pour pouvoir décoller, il faut que cette force-là soit aussi grande que celle du poids. Et si possible plus grande. Donc il me faut ici un volume énorme. Parce que l'air pèse pas très lourd en comparaison de l'air chaud. Et c'est vraiment la différence entre l'air froid et l'air chaud qui va faire qu'on vole. Ok? La poussée d'Archimède, c'est ce qui se passe quand tu es dans ton bain et que tu flottes. Ou à la piscine. En gros, quand tu te mets dans l'eau à la piscine, ton corps, hop, t'es ici. Hop, ça c'est toi, regarde. T'es sous l'eau là. Hein. Ton corps, il a un certain poids. Or, ici, il y a ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Pia. Cette poussée d'Archimède, elle est calculée comment? Je prends, pas ce stylo là, je prends un stylo, je prends toute l'eau qui devrait être partout où toi tu es. Donc tout ça, c'est l'eau où, là où toi tu es, hein, d'accord? Je calcule le poids de cette eau, et la poussée d'Archimède, elle vaut pile poil ça. Elle vaut pile poil le poids de l'eau que toi t'as enlevé en étant dans l'eau. Ah, ok, bah du coup, mais comment on fait? On calcule mon volume et on... Exactement, et on va calculer le poids de l'eau pour ton volume à toi.
là c'est la même chose ici, on va calculer le poids de l'air froid pour ce volume-là. Voilà. En gros, c'est ça l'idée. Je schématise rapidement. Mais c'est ça la grande règle qu'on retient sur la poussée d'Archimède. Et ça vous sera utile parce que quand vous ferez de la physique-chimie en première, vous devez savoir calculer la poussée d'Archimède. Bon, ici, c'était quoi la question? On peut affirmer, comme elle est à altitude constante, elle n'est pas en train de monter, elle n'est pas en train de descendre. Ça veut dire que toutes les forces, elles se compensent. Donc le poids égale la poussée d'Archimède, vu que ça ne monte pas et que ça ne descend pas. Donc là, ici, le poids est égal à la poussée d'Archimède, c'est la B. Ça va? Le profil d'une aile est lisse. Mais regardez, est-ce que si je fais ça, ça a l'air lisse quand je fais ça? Non. Donc c'est lisse à quel moment? Ben, c'est lisse au moment où tout est à plat. Donc quand tout est rentré. Donc là, la question 17, quand les becs et les volets sont rentrés, oui. Quand les volets sont sortis, non. Volets sortis, là, non. Et là, non. Donc là, c'était la A, la 17. Les Ça becs, c'est quoi? Hein? Les becs. Les becs, c'est un truc qu'on a très peu vu. Nous, on connaît les volets. Et les becs de bord d'attaque, c'est des sortes de mini-volets qui sont à l'avant. Comme ça. C'est pour faire quoi? Ça permet d'augmenter la portance ou de raccrocher des flux d'air dans certaines situations bien particulières. On ne le retrouve pas sur le Cessna ni le PA-28. Voilà. Et après, sur ces petits trucs-là, moi, ce que je vous conseille, c'est que si tu as une question comme ça, tu te le notes sur ta feuille et tu fais une petite recherche Google Images pour voir à quoi ça ressemble. Et c'est que comme ça, en fait, qu'on peut vraiment progresser. C'est de noter les quelques éléments qui nous... Voilà. Allez, on va demander aux deux bavards du fond. Est-ce que vous vous souvenez de la formule de la portance? Sylvia. RZ. Est-ce que tu t'en souviens? La formule de la portance. C'était quelque chose, plus quelque chose divisé par 2. Alors, il y a un demi au début, ouais. Il y a quoi qui joue sur la portance? Le poids, il joue sur la portance? La vitesse. La vitesse. Ah, tu vois. Ah, la surface. Ouais. La vitesse. Est-ce qu'elle joue que comme ça, la vitesse? Elle joue au carré. Il me manque un dernier truc. Il manque deux choses. Il me manque ρ, la masse volumique du fluide. Et il me manque le coefficient de portance. Est-ce que ça vous rappelle des choses, ça? 1/2 de ρ SV carré CZ. Ok? Ça, c'est la portance. Je vais enlever la flèche, comme ça sera un peu plus cohérent. Ma portance, ça c'est la masse volumique, la surface de l'aile, la vitesse au carré et le coefficient de portance. Ici, on vous dit on multiplie par 3 la vitesse. Donc ici, vous voyez, je vais faire x3. Mais pour ma portance, ça va faire quoi vu que c'est au carré? x3 au carré, c'est-à-dire x9. Et on me dit, on divise par 9 la surface de l'aile. Il y a des avions qui ont des ailes toutes petites. Hein. Là, j'ai divisé par 9. Si j'ai multiplié ici par 9 et là divisé par 9, qu'est-ce qui se passe pour la portance? Elle n'a pas changé. Donc la bonne réponse ici, c'est que la portance, elle reste inchangée. Parce que la vitesse, elle est au carré. Cette formule-là, c'est la même pour la traînée. Il faut se souvenir des grands éléments qu'on retrouve dedans. Il y a souvent des questions sur ça. Inès, tu as une question sur ça? T'as compris? J'aurais expliqué. Non, mais je l'aurais expliqué. Qu'est-ce qui se passe pour mon total ici? J'ai des problèmes avec mes stylos, je ne retrouve pas les bons stylos. Je sais pas où est mon stylo rouge. Ah oui, il est là. Si ici, ça, ce V là, j'ai fait x3. D'accord? À la place de V, j'ai 3V. Mais pourquoi déjà on avait x3? Là, il y a que 3. On multiplie par 3 la vitesse de l'écoulement. Donc j'ai multiplié par 3. Si je mets 3V au carré à la place de V, d'accord? Et ensuite on me dit j'ai divisé par 9 la surface. Donc à la place de S, je mets S divisé par 9. D'accord? Tout le reste n'a pas changé. 1/2 ρ SV CZ. Qu'est-ce qui se passe quand j'applique le carré ici? 3 au carré, ça fait 9 fois V au carré. Et en fait, là comme j'ai S sur 9 fois 9V, les 9 se simplifient et je retrouve exactement la formule de tout à l'heure. Donc en fait,
quand j'ai multiplié par 3 la vitesse et divisé par 9 la surface, j'ai la même portance qu'avant. Mais ce qui veut dire que si je veux diviser la surface des ailes, il faut que j'accélère vraiment. On peut aussi le voir comme ça. Plus je fais des ailes petites, plus j'ai besoin d'une bonne vitesse pour décoller. Ok ? En Ercan, quelle est la distance horizontale qu'il est possible de parcourir avec une finesse de 30 si la hauteur est de 3 km? Ça, c'est la deuxième calcul à savoir faire. Regardez. La finesse, c'est quoi? On va demander à Moaya, tiens. Comment je calcule la finesse? C'est la distance horizontale sur l'altitude, enfin entre guillemets le vertical. La finesse, une finesse de 30, ça veut dire que quand je perds 1 km ici, je gagne 30 km ici. Pardon. Ok. Ça veut dire que mon triangle, il est 30 fois plus long que haut. On peut aussi le voir comme ça. Ça, c'est avec des distances, mais on peut aussi le faire avec des vitesses. Ma vitesse horizontale par rapport à ma vitesse verticale. Et on peut le faire aussi, et là c'est un tout petit peu plus tricky, avec la portance et la traînée. Vous vous en souvenez de ça? On l'avait vu. La portance et la traînée. Bon, voilà. Donc ici, si j'ai une finesse de 30 et que j'ai une hauteur de 3 km, je vais pouvoir faire combien? 30 fois 3, c'est-à-dire 90 km. Donc là, ici, je regarde. 90 mètres, non. 900 mètres, non. 90 000 km, non. 90 000 mètres, là, ils vous ont un peu... voilà, il faut savoir faire des conversions. Ça va? C'est clair, ça? Allez. Là, 20. Certains avions sont équipés d'aérofreins. Qu'est-ce que ça fait un aérofrein? Ça freine, donc ça va augmenter ou diminuer la traînée? Ça augmente, je vais essayer de l'écrire en bleu, ça augmente la traînée. La traînée, c'est ce qu'on appelle CX. Et ça fait quoi pour la portance? Les aérofreins, ce qu'on appelle CZ. Hein? C'est pas RX. Ah oui, pardon. Oui, c'est RX et RZ, t'as raison. J'avais écrit avec les coefficients, mais c'est rien. Ça fait quoi pour la portance, les aérofreins? Imaginez, j'ai mes lignes d'air qui sont comme ça. Si je mets un truc qui décolle les lignes d'air, ça détruit la portance. En fait, les aérofreins s'appellent aussi des destructeurs de portance. Donc ça va diminuer la portance. Ok? D'ailleurs, les aérofreins, ils servent à quoi? À freiner. Et quand on est au sol. En fait, ils vont faire deux choses. Ils vont ralentir l'avion en augmentant la traînée, mais surtout, ils vont casser la portance, donc l'avion, il va être bien plaqué au sol. Et donc, ça va éviter qu'il redécolle et qu'il rebondisse. Et surtout, les roues, elles vont pouvoir bien freiner sur le sol, vu qu'elles sont bien collées au sol. Mais les aérofreins, c'est pas obligé que dans le sol. Les aérofreins, alors, ils les utilisent de manière très rare en l'air pour mieux tourner, pour faire des virages un peu violents. Mais de base, les aérofreins, ils sont faits pour être au sol. Par exemple, pour piquer, certains, ils utilisent. On parle en avion de ligne. Hein. Oui. Ah non. En avion de ligne, ils n'utilisent pas les aérofreins pour piquer. Non. On essaye de garder la portance, au contraire. Donc ici, ils font quoi? Ils augmentent le CX et ils diminuent le CZ. Donc là, augmenter le CX et diminuer le CZ. Là, c'est. Vous voyez qu'il faut connaître ce que c'est. Alors là, ils ont été sympas, ils vous ont précisé. CX, c'est traînée et CZ, c'est portance. Parce qu'en fait, c'est les axes de l'avion. Vous vous souvenez? Z, c'est l'axe ici. X, c'est l'axe vers l'avant. Y, c'est l'axe des ailes. Voilà, c'est pour ça X, Y, Z. C'est bon pour tout le monde? Allez, les deux dernières questions de ce module-là. Ah, ça c'est ma question préférée. Ça, vous êtes quasiment sûr de les avoir. On va demander à Mustapha, ça le réveillera un petit peu. Non, il s'en fout. Ok. Allez, Phil Arthur. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est A, B, C, D? On s'en fout de la question. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? Ça. C'est l'avant de l'aile. Regarde. Est-ce que tu t'en souviens? Pour n'importe quelle aile. Là, en fait, je regarde pas la question. C'est juste pour rappeler un petit peu. Est-ce que tu te souviens comment ça s'appelle? Le truc qui est devant de l'aile. Le bord.
Emma, tu veux aider? L'attaque. Le bord d'attaque. Allez. Ici, est-ce que tu te souviens de celui-là? C'est Arthur? Là, c'est le. Je t'entends pas, pardon. Là, c'est le. Alors, tout ça, c'est l'aile. Hein. C'est l'aile vue de côté. Ça, c'est le bord de... Vas-y. Bord de fuite. Le bord de fuite. Ok. Moi j'ai les deux aussi. Alors, ça y est, elle est réveillée. Sylvia. Ça, le dessous, c'est effectivement l'intrados. Et le dessus, extrados. Je sais toujours pas si on dit extrado et intrado ou extrados et intrados. Moi, je dis le S parce que, bon, comme dans moins, on dit le S aussi. Hein. Ok. Comment ça s'appelle ce bout-là? Tiens, tant qu'on y est. Le bout de l'aile, là, comment ça s'appelle? Bah, c'est pas les winglet. Alors, il y a la winglet, mais le bout de l'aile ici, avant. Au fond, vous en souvenez? Le bout de l'aile. Je parle pas du winglet, Saumon. le saumon de l'aile. Les- Monsieur, ça Le c'est sau- bon mot. Eh? C'est bon mot. D'accord. Moi, Ok, j'ai on te gardera le saumon, ok alors. Et là, ici, comment ça s'appelle cet endroit-là? L'endroit où l'aile, elle est collée au fuselage. Le K, si on se par un K. Alors ça, c'est le petit bourrelet. Moi, je te parle de l'endroit où l'aile, elle est collée au fuselage partout autour, même en dessous. L'embouchure. Presque l'embrochure En- en- en planture. Mais c'est bien, il s'est réveillé. Et effectivement, ici, je peux avoir un boudin, et ce boudin s'appelle le carman. Voilà. C'est juste pour refaire du vocabulaire un peu, oui. Mais là, l'aile, elle est vue de comment en fait? L'aile, elle est vue ici, tac, Ah, d'en face. Ce dessin-là, alors je sais, ils peuvent pas tous être aussi beaux que les miens, mais c'est toujours l'aile vue de profil. Là, d'ailleurs, c'est dit un profil d'aile. Ok. Allez, dernière question. C'est bon pour toi? Donc ça, ces questions-là, tu vois, c'est dans les premières vidéos. Faudra penser à les re-regarder. On le refera sur d'autres sujets, mais faut pas hésiter. Hop. Ok. Donc là, la question, l'intrados, c'était la D, hein, bien sûr. La photo ci-dessous, elle indique quoi? Alors, mon avion, il est en train de faire un virage à droite ou à gauche? Bon, ça se voit, hein, je crois. C'est un virage à droite. Ok. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a la bille qui est aussi à droite. C'est pas inversé. Alors, la bille, il y a une règle. On dit le pied chasse la bille. Et je réponds à ce que tu vas me dire juste après. Je t'y réponds dans 2 secondes. Le pied chasse la bille. Donc en fait, si je veux pousser la bille vers la gauche, je vais mettre mon pied ici et mon pied va pousser la bille. C'est une règle, oui. T'avais- non, c'était pour répondre. Ah d'accord. Et du coup, c'est quoi la bonne réponse? Et ensuite, je réponds à Emma. J'ai un virage à droite qui nécessite une action sur les palonniers. Droit. Mais c'est juste pas ça, mais Alors. c'est pas inversé, c'est pas. Il existe. En face du sens. Ouais. C'est En le fait, virage. regarde. Il existe un marqueur inversé, c'est une petite aiguille comme ça, qui effectivement, en cas de virage à droite, serait sur la gauche. C'est le même que ça, mais au lieu d'avoir une maquette d'avion, la maquette d'avion, là, faut pas se prendre la tête. Mon avion, il est penché à droite, c'est un virage à droite. Ok. Voilà. C'est ça. C'est plus simple que... Je vois ce que tu veux dire, mais non. Des fois, on se prend la tête pour pas grand-chose. Par contre, lui, effectivement, c'est une aiguille qui donne finalement le taux de virage à l'envers. Mais ça, on l'a rarement. Mais c'est vrai que dans certains sujets qu'on avait fait, on avait eu cette question-là, un peu pourrie. Voilà. C'est lié à quoi? C'est lié à la portance. Ça, c'est lié à la force centrifuge, en gros. Pour que l'aiguille, elle se dirige à gauche parce qu'on tourne à droite, Hein? c'est parce qu'elle se réalise. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on a un gyroscope. Et le gyroscope maintient la position de l'aiguille. Et nous, on se penche et l'aiguille reste du coup... voilà. Ok. Vous vous souvenez que ça, c'est avec un gyroscope hein, dedans. Oui, c'est Ouais. la réponse A. Et donc là, la réponse était la A. Vu l'heure, on va pas avoir le temps de faire d'autres modules. On en a fait que 2, mais bon, ça prend du temps. Hein. Ce que je vous propose, c'est que la semaine prochaine, eh bien, on fera les 2 autres modules, 3 et 4, et anglais. On essaiera d'aller un peu plus vite. Je rappellerai ce qu'il y a besoin de rappeler, mais vous voyez, les premières révisions, de toute façon, ça prend du temps parce qu'on rappelle toutes les règles. Enfin, j'essaye de rappeler toutes les règles pour que ça fasse un petit... Ah ouais, on est là pour ça, non? Allez.